Au Mali, l'armée est intervenue contre une milice de chasseurs traditionnels Dogon dans le centre du pays. À la suite de cette intervention, ce groupe de chasseurs menace de s'opposer à la présidentielle du 29 juillet. Au Sénégal, la défense de l'opposant sénégalais et maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné le 30 mars dernier à 5 ans de prison, a boycotté lundi son procès en appel après le rejet de cette demande de renvoi à son ouverture. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré ce dimanche le président érythréen Isaias Afwerki en Érythrée, une rencontre historique qui a pour but de mettre un terme à des années d'hostilité entre les deux voisins. C'est là l'essentiel à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La défense de l'opposant sénégalais et maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné le 30 mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, a boycotté lundi son procès en appel après le rejet de ses demandes de renvoi à son ouverture. Lors de la précédente audience le 5 juin déjà, les avocats du maire avaient demandé un renvoi donc en novembre, mais la Cour ne leur a accordé qu'un délai 2 mois. Tant que sa condamnation n'est pas définitive, le maire de Dakar, âgé aujourd'hui 62 ans, reste éligible pour l'élection présidentielle de février 2019 et face au chef de l'État sortant, le président Macky Sall, selon donc les juristes. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Procès de terroristes à Difa, dans le sud-est du Niger. 17 militants du groupe islamiste Boko Haram ont été condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison à l'issue d'une semaine de jugement. Reportage. Le procès s'est déroulé du 2 au 7 juillet à Difa. Sur 42 prévenus jugés, 17 ont écopé de 2 à 7 ans de prison. 21 autres ont été relaxés. Le procureur de la République au tribunal de grande instance de Niamey a précisé que le jugement des 4 autres est renvoyé à la mi-octobre. Il a assuré que d'autres procès seront programmés en octobre à Difa, mais sans donner le nombre de personnes concernées. Les prévenus étaient des Nigériens, des Maliens, des Nigériens notamment. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Les premiers procès de membres présumés de Boko Haram s'étaient tenus en mars 2017 à Niamey. Plusieurs d'entre eux avaient été condamnés à des peines de 3 à 9 ans de prison et d'autres avaient été relaxés faute de preuves suffisantes. Cette année, ils ont été délocalisés à Difa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram basées dans le nord-est du Nigeria voisin. Pour cela, les prévenus ont été transférés à Difa depuis leur prison de Niamey ou de Kolo et Koutoukale, 2 villes du sud-ouest du pays. Boko Haram ne dispose pas de base arrière au Niger, mais de nombreux jeunes de Difa ont rejoint les djihadistes à partir de 2015, appâtés par les offres de Boko Haram qui leur proposent jusqu'à 300 000 francs CFA par mois. Au Mali, l'armée malienne est intervenue contre une milice de chasseurs traditionnels Dogon dans le centre du pays, dont elle a confisqué ou détruit également de nombreuses motos. À la suite de cette intervention, ce groupe de chasseurs baptisé Dana Amassagou, apparu il y a plusieurs mois dans la région, menace de s'opposer à la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet. Samedi, l'armée est intervenue dans le centre du Mali, dans la localité de Kanou-Kombolé, pour assurer la sécurité des populations. Cette intervention semble avoir surtout touché une milice de chasseurs traditionnels Dogon, dont elle a confisqué ou détruit de nombreuses motos. Dans un communiqué, ce groupe de chasseurs baptisé Dana Amassagou a indiqué qu'un détachement de militaires maliens arrivés sur les lieux a voulu récupérer leurs armes. Mais face à leur refus, les soldats ont brûlé leurs motos, plus de 300, et ouvert le feu sur eux, selon le même communiqué. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais face à cette situation, la milice de chasseurs Dogon menace de s'opposer à la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet dans leur localité. Cette intervention de l'armée a été par contre saluée par la communauté Peul, qui dénonce régulièrement des exactions à son encontre au nom de la lutte contre les djihadistes. Les violences, faut-il le rappeler, se sont multipliées depuis 3 ans dans le centre malien
entre peuls traditionnellement éleveurs, souvent accusés de grossir les rangs des djihadistes, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Toujours au Mali, la campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet a officiellement démarré samedi dernier avec un dispositif de sécurité très renforcé. 24 candidats sont en lice pour ce scrutin dans un pays toujours en proie à des violences djihadistes. Durant 21 jours, ces candidats tenteront de rallier plus de 8 millions d'électeurs à leur cause. C'est l'euphorie dans les différents QG à l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali. Si la confiance est de mise partout, cependant les candidats ont choisi de lancer différemment leurs premières activités de campagne électorale. Arrivé pour la première fois sur l'échiquier politique national, le candidat du Mali en action, l'ancien ministre de l'économie et des finances Mamadou Diarra, a débuté sa campagne par une conférence de presse où il dévoile son projet de développement basé sur 7 axes, 12 grands projets et 99 mesures. Nous disons seulement que notre projet, il comporte des principes et des orientations. Alors c'est une date qui peut ressembler à une date de naissance, le 7, le 12 et 99. Alors, les 7 axes sont les axes de la vision, tous en boîte. Pendant que l'homme d'affaires Aliou Diallo, candidat de l'ADP Maliba, commençait ses activités de campagne par une grande sortie dans les rues de Bamako, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, candidat du parti phare Angaouli, est descendu dans les quartiers de Bamako pour porter aux populations sa vision pour le Mali s'il est élu au soir du 29 juillet prochain. Nous avons un projet pour montrer aux Maliens et proposer aux Maliens, et ce sera fait avec eux, que notre pays peut se tracer et notre destin que celui qu'on veut lui faire. Nous avons choisi également de venir ici, dans les quartiers, d'être avec les gens, les Maliens de tous les jours, pour parler avec eux, pour donner une certaine allure de dignité à notre campagne, dans la situation, à raison de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous avons des gens qui meurent tous les jours. Nous avons des difficultés partout sur le territoire. Nous voulons conquérir le pouvoir pour répondre à cela. Au même moment, au stade du 26 mars de Bamako, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, lançait ses activités. Avec l'ouverture officielle de la campagne électorale, les 24 candidats ont l'occasion de convaincre plus de 8 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale à travers le pays et dans la diaspora. La sécurité a été renforcée pour cette campagne. Plus de 30 000 membres des forces de sécurité et de défense ont été mobilisés pour sécuriser les candidats sur le terrain et les opérations de vote selon le ministère de l'Intérieur. Une campagne électorale qui s'ouvre sur une recrudescence des attaques djihadistes dans le centre du pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré ce dimanche le président érythréen Isaias Afwerki en Érythrée. Une rencontre historique qui a pour but de mettre un terme à des années d'hostilité entre les voisins de la Corne de l'Afrique. Rencontre historique entre les dirigeants érythréens et éthiopiens. L'échange entre les deux hommes s'est soldé par l'annonce d'une normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les deux pays vont donc renouer leurs relations diplomatiques et ouvrir leurs frontières après plusieurs années d'hostilité. Cet accord survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays. Le sommet de ce dimanche fait suite à l'annonce par Abiy Ahmed le mois dernier de la volonté de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire frontalier disputé qu'elle occupe toujours, malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002. Le refus de l'Éthiopie continuait de bloquer les relations bilatérales, bien que les deux frères ennemis aient mis fin aux hostilités après une guerre qui les a opposés entre 1998
1998 et 2000 et fait quelques 80 000 morts. Ancienne province éthiopienne sur la mer Rouge, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme de 3 décennies de guerre. La décision de Abiy Ahmed de tourner la page du conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. C'est la fin de la première partie de cette édition. On retrouve Johannes Toadou dans un instant pour parler de la Coupe du Monde russe. Ce qui se murmure se rend davantage plus officiel. Johannes Toadou, la presse allemande attaque la Russie, surtout sa sélection nationale, qu'elle accuse donc de dopage. Tout à fait, Kodjovi Ametonou, la Sbornaïa, dont peut-être le niveau de jeu et les prestations ont pu surprendre plus d'un, alors que leur match de préparation avait été plutôt poussif. Eh bien, cette sélection-là est à nouveau accusée de dopage. Après les débats sur les raisons qui auraient permis aux footballeurs de courir plus que leurs adversaires, eh bien, c'est le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung qui accuse les sportifs russes de tricher en sniffant de l'ammoniac, qui est un produit pour stimuler la respiration et améliorer la circulation de l'oxygène dans le sang. Il faut rappeler que la Russie trône en tête du classement des équipes ayant parcouru le plus de kilomètres, avec 233 kilomètres parcourus au compteur, devant l'Australie et la Croatie qui occupent la seconde place avec 225 kilomètres. Mais à leur décharge, les Russes ont le médecin de l'équipe qui a signalé que depuis le début de cette année, entre les tests FIFA, l'UEFA et de l'agence antidopage russe, les joueurs ont été contrôlés plus de 300 fois. Alors, est-ce que votre opinion sur la question, ce n'est pas un problème d'acclimatation? Parce que la Russie, c'est quand même l'état le plus glacé possible, alors que les Russes sont chez eux. Est-ce que, quelque part, il ne se pose pas un problème d'adaptation pour les autres pays? J'ai l'impression que les problèmes politiques de la Russie, avec la plupart des autres grandes nations européennes et mondiales, se déplacent aussi sur le terrain sportif. Parce qu'on a déjà accusé tous les sportifs russes qui vont aux Jeux olympiques. Ils ont été suspendus, sanctionnés par l'agence antidopage mondiale. On a eu beaucoup de difficultés pour ces sportifs-là. Aujourd'hui, qu'on en vienne à les accuser, à accuser les footballeurs aussi de dopage, je ne suis franchement pas surpris, mais je suis certain d'une chose: quel que soit ce que vous prenez, si vous n'avez pas de talent, les résultats ne viendront pas. Donc on ne devrait pas chercher les résultats. Peut-être que l'Allemagne n'a pas digéré encore son élimination au premier tour. Johannes Toadou, oui. L'Espagne se dote quand même d'un nouveau sélectionneur pour peut-être repenser la Coupe du Monde à venir. Tout à fait, c'est Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Celta Vigo et du FC Barcelone, qui a été l'heureux élu. Luis Rubiales, le président de la fédération, a défendu ce choix dans la presse. C'est un homme qui fait l'unanimité. Il était le seul choix de la sélection. Il a été nommé. On va attendre de voir les résultats. Ce qui est sûr, c'est un homme qui n'est pas comme l'ancien sélectionneur qui vient d'être viré. Je veux parler de Hierro, qui cherchait à contrôler le ballon. Luis Enrique est beaucoup plus pragmatique. Il utilise aussi bien le jeu de toc qu'on a vu à Barcelone que les contres rapides et le jeu sur les ailes. Donc ça peut être, je dirais, un croisement entre le jeu du Real et le jeu du FC Barcelone. Ça pourrait, pourquoi pas, marcher à la tête de la sélection. L'Espagne n'en demanderait donc pas mieux sur le terrain. Maintenant, la France joue aujourd'hui sa chance face donc à la Belgique, avec la polémique. Thierry Henry. Tout à fait, Kodjovi Ametonou, un match qui se jouera à Saint-Pétersbourg cet après-midi autour de 19h. Et pour la deuxième fois de son histoire, la Belgique a l'occasion de se qualifier pour une finale de Coupe du Monde. En 86, ils avaient été battus par l'Argentine. L'équipe d'Enzo Tifo avait été battue par l'Argentine de Diego Armando Maradona, 2-0. Ils s'étaient inclinés dans le match de la 3e place. C'était déjà face à la France, 4-2 après les prolongations. Il faut rappeler que la Belgique est la meilleure attaque de cette Coupe du Monde, avec 14 buts inscrits contre 9 buts pour la sélection française. Eh bien, une équipe de Belgique qui reste sur 24 matchs sans défaite. Tenez-vous bien, 19 victoires, 5 nuls, et qui s'est payé, on s'en souvient, le Brésil, c'était en quart de finale, 2-1. Eh bien, il faudra faire très attention pour les Français. L'atout majeur français
pourrait être blessé, c'est Kylian Mbappé. Il a eu des difficultés, des problèmes au dos. Il a dû manquer l'entraînement d'hier lundi, mais il se murmure qu'il devrait bien tenir sa place et causer du tort à la sélection de Belgique. Les Belges qui devront évidemment compter sur leur capitaine Eden Hazard, qui, contre le Brésil, a tenté 10 dribbles et a réussi les 10. Et c'est pour vous dire que l'homme est en train d'offrir le meilleur de son football à sa nation. Hazard, Griezmann, mesdames, messieurs, cette date 19h sur vos écrans. Mesdames, messieurs, ce sera donc également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci donc à vous, Joannesto, à nous. Retrouvez donc nous demain pour décrypter donc cette rencontre France-Belgique. Mais l'actualité, quant à elle, se poursuit sur SICA. Restez donc câblés.